Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et maintenant, on va parler de l'actualité du coronavirus, car l'épidémie continue de se répandre. Et pour bien comprendre à qui nous avons affaire, nous sommes en compagnie d'Olivier Schwartz. Bonjour, vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Que pensez-vous aujourd'hui de ce virus? Que sait-on et que faut-il encore découvrir, Olivier Schwartz? Bonjour, merci de m'accueillir. Il y a un effort sans précédent. Les chercheurs se sont mobilisés. C'est vrai en France, c'est vrai à l'Institut Pasteur, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde. Et cet effort sans précédent commence à porter ses fruits. Il y a des recherches multidisciplinaires, à la fois en biologie, en virologie, en immunologie. Par exemple, nous cherchons à comprendre les mécanismes de multiplication du virus, comment le virus peut rentrer dans une cellule, infecter la cellule, ressortir, comment le système immunitaire réagit pour contrecarrer cette infection, comment le système immunitaire peut s'activer de façon excessive pour créer l'inflammation et entraîner une pathologie chez certaines personnes, par exemple. Donc ça, c'est de la recherche fondamentale. Il y a également de la recherche appliquée qui vise à mettre au point de nouveaux tests diagnostiques. C'est très important, par exemple, maintenant, d'avoir des tests qui permettent de déterminer les infections dites silencieuses ou asymptomatiques, chez lesquelles, pour détecter les personnes qui ont pu être infectées et qui ont généré des anticorps contre ce virus. Donc ça, c'est de la recherche épidémiologique d'une certaine façon. Et il y a également, bien sûr, de la recherche appliquée qui vise à créer de nouveaux traitements et à mettre au point des candidats vaccins. Et c'est ce que nous faisons à l'Institut Pasteur, par exemple. Alors, on imagine que le chantier est immense. Vous parliez des tests. Justement, il y a aujourd'hui des interrogations sur la manière dont on teste les patients. Les stratégies de dépistage laissent perplexes patients et professionnels, dit Le Monde d'aujourd'hui. Et pour vous, justement, est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'être perplexe par rapport à ces stratégies de dépistage ? Non, c'est vrai que là, c'est une question de santé publique. Faut-il dépister tout le monde? Si j'ai bien compris, il y a une capacité de faire un certain nombre de tests par jour qui augmente. Et aujourd'hui, cette capacité est largement sous-dimensionnée par rapport à la demande. Alors après, ce n'est pas nécessaire de tester à tout va tous les patients ou toutes les personnes qui peuvent avoir un doute. Il faut être vigilant, encore une fois. Je pense que les capacités sont de l'ordre de 1000 tests par jour actuellement en France et vont augmenter en puissance progressivement. Donc je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Mais alors, comment sait-on si on est atteint par le coronavirus, si il n'y a pas plus de tests disponibles? Parce qu'on imagine, Olivier Schwartz, qu'il y a plus de 1000 personnes par jour qui vont se poser la question aujourd'hui. Donc ça, c'est une stratégie de santé publique qui se met en place et ce nombre de tests disponibles va augmenter dans les prochains jours. Le Covid-19 est-il un animal mystérieux pour vous, Olivier Schwartz? Est-ce qu'il a caractère particulièrement pernicieux ou est-ce qu'il fait partie de ces virus à ARN que vous avez l'habitude d'étudier? Alors, moi, en tant que virologiste et avec mon équipe, nous sommes très impliqués pour tenter de comprendre justement le comportement de ce virus. Est-ce qu'il est différent des autres coronavirus? Est-ce qu'il est différent des autres virus? Chaque virus a sa spécificité, son mode de réplication, ses cellules préférées qu'il va infecter dans l'organisme, qu'il va générer dans la cellule elle-même infectée, ce qu'on appelle des usines virales pour se reproduire à grande échelle. Et chaque virus a sa stratégie d'une certaine façon. En ce qui concerne le coronavirus, il y avait des choses connues pour les cousins de ce virus. Vous savez qu'il y a Présentez-nous la famille. Alors, donc, il y a une famille de coronavirus. Il y en a à peu près 7 qui peuvent infecter l'homme. Ils sont assez proches. Ça peut entraîner des symptômes qui vont à un simple rhume jusqu'à, comme vous le savez, les épidémies de SRAS qui ont eu lieu
en Chine, à Hong Kong, il y a en 2003, puis l'épidémie du MERS coronavirus en Arabie Saoudite, il y a une dizaine d'années. Donc chaque virus se ressemble. Par exemple, on sait que le SRAS, qu'on appelle le SRAS-CoV-2, qui est responsable donc de l'épidémie actuelle, a 80% d'homologie en termes de séquence, donc de composition, avec le SRAS qu'on appelle maintenant numéro 1. Donc il y a vraiment des caractéristiques communes. Ce sont les mêmes types cellulaires qui vont être infectés, par exemple au niveau de l'arbre pulmonaire. Le même récepteur va être utilisé par le virus pour rentrer dans la cellule. Et après, il faut comprendre les spécificités, les différences et pourquoi ce virus est plus pathogène, par exemple, ou moins pathogène, ou se multiplie plus rapidement, ou passe plus facilement d'un individu à l'autre. C'est exactement ce que nous tentons d'étudier en ce moment même au laboratoire. Qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui sur ce Covid-19, Olivier Schwartz, en fonction donc des caractéristiques que vous venez de décrire, des interrogations? Alors, nous nous intéressons à une étape très particulière en ce moment, qui est l'entrée du virus dans la cellule et les phénomènes dits de fusion. Comment la membrane du virus, donc cette petite boule, va pouvoir infecter une cellule qui est 100 fois plus grande ou 1000 fois plus grande que la particule virale elle-même, et comment il va y avoir un mélange des membranes pour l'injection du matériel viral dans la cellule cible, et ensuite comment le cycle multiplicatif a lieu et comment les défenses cellulaires, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de chaque cellule, il y a une barrière immunitaire, ça s'appelle l'immunité intracellulaire, va se mettre en branle pour bloquer le virus. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le virus entre dans la cellule? Pourquoi y a-t-il développement, parfois, souvent, enfin vous nous direz, Olivier Schwartz, d'une maladie? Alors, on travaille donc à l'échelle moléculaire, cellulaire, et après, ça permet d'avoir des indications sur ce qui se passe au niveau d'un organisme entier. Ce qu'on a pu observer déjà, c'est que la spicule, c'est-à-dire la protéine de surface du virus, qui est responsable de la forme particulière de cette particule virale. Donc la particule virale, c'est une petite boule qui fait à peu près 100 nanomètres. Donc la spicule. Voilà, donc la particule virale fait 100 nanomètres. 100 nanomètres, c'est donc 1/10 de micromètre. Un micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc, vous voyez sur un double décimètre ce que c'est qu'un millimètre. Et là, on pourrait empiler 10 000 particules virales rien que dans l'espace d'1 millimètre. C'est pour vous donner la taille de l'échelle du virus lui-même. Ensuite, à la surface de cette boule nanoscopique, il y a des spicules, donc c'est l'enveloppe ou le spike en anglais du virus qui permet au virus de se lier au récepteur et d'entrer dans la cellule. Et donc c'est disposé tout autour de la boule et ça fait une forme de couronne. C'est pour ça qu'on parle du virus à couronne ou du coronavirus. Et donc la liaison de cette spicule avec le récepteur semble provoquer des phénomènes de fusion très importants avec ce nouveau virus. Et on a été surpris de voir... C'est-à-dire qu'il rentre particulièrement bien, pardonnez. Voilà, c'est exactement ça. Il rentre particulièrement bien dans la cellule. Donc, c'est le cas de nombreux virus, mais celui-là semble particulièrement efficace dans cette étape spécifique. Et alors, une fois qu'il est dans la cellule, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il amène dans sa boule nanoscopique, il emmène son propre matériel génétique, qui est une molécule d'ARN qui fait 30 000 bases ou 30 000 composants de long. Et donc c'est beaucoup? C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup par rapport, par exemple, au HIV. Un autre virus dangereux pour l'humanité, lui, dont la taille du matériel génétique est beaucoup plus petite, à peu près 10 000 bases. Donc, les séquences génétiques sont 3 fois plus importantes, par exemple, que dans le VIH. C'est beaucoup moins que le matériel génétique d'une cellule elle-même, qui est de 3 milliards de bases. Donc, là, on est à 30 000 bases. Donc, l'ARN, c'est de l'ARN, donc c'est un acide nucléique donc c'est le matériel génétique, rentre dans la cellule et là, il va se reproduire. Il y a une fabrication donc, de protéines virales à partir de cet ARN, une photocopie multi-échelle de ce propre ARN, la fabrication de nouvelles particules virales dans un compartiment cellulaire qui s'appelle
le réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi. Donc c'est un détournement des fonctions cellulaires pour transformer la cellule normale en usine de production virale. Et alors, justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi y a-t-il maladie? Vous, en tant que chercheur, Olivier Schwartz, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre avec ce Covid-19? Alors, donc, on a été étonné de voir la rapidité des mécanismes d'entrée du virus dans la cellule, comme je vous le disais. Et donc, après, le virus se propage probablement très rapidement d'une cellule à l'autre, donc ça peut être vrai dans l'appareil respiratoire, et il va déclencher une réponse du système immunitaire, une réponse inflammatoire que des chercheurs essayent de caractériser à l'heure actuelle. Et ce qui peut provoquer la maladie, c'est à la fois la réplication virale et probablement la réponse excessive du système immunitaire, une réponse inflammatoire importante qui va être trop forte d'une certaine façon. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait diminuer les capacités de réponse du corps pour qu'il y ait moins de maladies, paradoxalement, Olivier Schwartz? C'est un peu tôt pour le dire, mais la réponse est saine parce qu'elle va avoir un effet antiviral. C'est important, c'est le système immunitaire inné. En quelques heures, ce système permet de contrôler l'infection. Mais si la réponse dure trop longtemps, cela peut avoir des conséquences néfastes pour l'organisme. Vous êtes aujourd'hui au stade de la recherche, Olivier Schwartz. J'imagine que vous n'avez pas de calendrier précis. Vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez une connaissance parfaite de ce virus, quand est-ce que vous aurez un vaccin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des idées à ce sujet? Alors, ça, je vous ai parlé des activités de recherche fondamentales. Donc là, l'objectif, c'est de caractériser la bestiole, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Et en parallèle, il y a d'autres équipes, à l'Institut Pasteur, par exemple, qui travaillent sur des candidats vaccins. Déjà aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, ça a été lancé très rapidement. Heureusement, à l'Institut Pasteur, il y avait une équipe qui était déjà spécialiste de la mise au point de vaccins, qui avait mis au point un candidat vaccin contre le SARS numéro 1 en 2003. Donc, c'est l'équipe dirigée par le professeur Frédéric Tangy à l'Institut Pasteur. C'est un vaccin qui n'a jamais servi. À l'époque, il n'avait pas servi puisque c'était resté au stade de candidat vaccin. Un candidat vaccin, c'est un candidat qui n'a pas encore franchi toutes les étapes et qui n'a pas été administré à l'homme en essai clinique. Donc la stratégie, il y a différentes stratégies dans le monde. Il y a au moins une vingtaine de candidats vaccins qui sont en cours d'élaboration, d'après ce que j'ai cru comprendre. D'une façon schématique, il y a deux types de vaccins. Je parle de toute pathologie ou de tout microbe confondu. Il y a des vaccins dits inactivés. Donc, c'est par exemple, on peut produire un virus, c'est le cas du virus de la grippe. Donc, on le produit à grande échelle et ensuite on le tue, on l'inactive par des procédés chimiques ou température, par exemple. Et donc, on garde la structure, le squelette du virus. On peut l'injecter directement dans l'organisme. Le système immunitaire va percevoir ce virus et va générer une réponse, des anticorps contre le virus. Et donc, ça marche très bien, par exemple, contre le virus de la grippe. Une autre stratégie consiste à faire ce qu'on appelle des vaccins atténués, des vaccins vivants atténués. Donc, ça peut être un virus qui a été adapté, ou une bactérie adaptée pour continuer à se multiplier à bas bruit, mais pas suffisamment pour entraîner une pathologie. C'est le cas, par exemple, du BCG, qui est un dérivatif de la mycobactérie qui cause la tuberculose. C'est le cas du virus rougeole, où le vaccin est un vaccin vivant atténué. C'est le cas du virus de la fièvre jaune, par exemple. Et donc, une des stratégies vaccinales, c'est de prendre le vaccin de la rougeole, qui est très efficace, qui n'est pas dangereux, qui a été administré à des centaines de millions de personnes dans le monde, et de le modifier pour qu'il incorpore des éléments maintenant du coronavirus. Et c'est exactement la stratégie que nous utilisons à l'Institut Pasteur. Vous parlez justement de l'Institut Pasteur. Est-ce que vous avez des communications avec d'autres instituts de recherche, Olivier Schwartz? On imagine que c'est un enjeu de santé mondiale de trouver des médicaments ou un vaccin contre le Covid-19. Est-ce que là, il y a des stratégies qui sont des stratégies nationales, des stratégies de firme? Vous ne montrez pas vos résultats aux autres ou bien au contraire, vous partagez largement avec la communauté des scientifiques?
Il y a un effort sans précédent de collaboration à tous les niveaux, au sein de l'Institut Pasteur, en France, en Europe, dans le monde, et en particulier, je peux vous citer 2 exemples. Au niveau français, il y a le Avisan, donc je vais employer quelques acronymes, qui est un organisme qui regroupe tous les organismes de recherche français et qui collaborent ensemble. Et il y a au sein d'Avisan, il y a ce qui s'appelle l'opération Reacting, donc qui est toutes les structures qui fonctionnent lors de l'apparition d'épidémies. Il y a un travail de veille entre les épidémies pour se préparer, et il y a un mécanisme de coopération et de financement très rapide lors d'épidémies. Et c'est le cas, par exemple, pour l'épidémie Covid-19. Il y a déjà une vingtaine de projets en France, en Europe, qui ont été financés. Et on peut aussi citer une autre grosse entreprise de collaboration qui s'appelle le CEPI, donc qui a été créé en 2007 à Davos et qui associe des financeurs privés, des caritatifs, Bill and Melinda Gates, la Wellcome Trust, par exemple, et les organismes gouvernementaux de différents États. Ils ont un budget de plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois que c'est 700 millions d'euros. Leur objectif, c'est d'obtenir 1 milliard d'euros. Et donc là, l'objectif, c'est de financer des candidats vaccins, la mise au point rapide, l'innovation, et ça sous forme collaborative. Impossible d'imaginer qu'un institut, pour des raisons, je ne sais pas moi, de vanité, d'excellence de sa renommée, garderait les résultats pour soi plutôt que de les partager avec la communauté scientifique internationale, Olivier Schwartz? Non, on observe dans cette épidémie ce qu'on observait déjà, par exemple, dans l'épidémie Zika ou chikungunya, mais là, c'est particulièrement marqué, une accélération incroyable de la diffusion de l'information. Il y a de nouveaux outils sur Internet, par exemple, qui permettent de faire ça. Et ça a commencé par la Chine elle-même, puisque en quelques jours après le début de l'épidémie, en janvier, eux, ils avaient séquencé le virus. Et donc, ils ont mis à la disposition de la communauté scientifique les séquences, la carte d'identité génétique du virus. Et ça a été très important pour le point de départ de toutes les recherches dans le domaine. Est-ce que vous pouvez dire à quelle échéance on aura un vaccin contre ce virus? Si on en a un, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de l'affirmer, Olivier Schwartz? C'est trop tôt pour donner précisément une échéance. On sait que là, par exemple, je peux vous parler du candidat vaccin rougeole. Il y a déjà des candidats qui ont été préparés. Après, il faut les tester dans des modèles expérimentaux. Après, il faut préparer des lots cliniques. Après, il faut lancer des essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Là, on est sur une échelle de 12 à 24 mois, j'ai envie de dire, avant d'avoir un produit sur le marché. Olivier Schwartz, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer d'évoquer cette épidémie de coronavirus. Vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Vous serez rejoint par un historien de la santé, Patrick Zilberman. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Avec le coronavirus et l'épidémie, on a affaire à une mobilisation scientifique sans précédent. On va tenter de comprendre cette mobilisation et d'évoquer aussi des leçons historiques. Olivier Schwartz, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur et nous accueillons Patrick Zilberman. Bonjour, vous êtes un professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique. Votre regard sur la manière dont cette épidémie est gérée et tout d'abord votre regard sur le rôle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, alors on ne peut pas être entièrement satisfait de la manière dont l'OMS aborde, si vous voulez, ce problème qui est évidemment très ardu. Le problème de l'OMS, c'est qu'elle a connu depuis quelques années un certain nombre de soubresauts. Si on remonte à 2003 au SRAS, on a là l'heure de gloire de l'OMS grâce à une petite équipe de jeunes épidémiologistes qui s'est affranchie de toutes les règles en vigueur pour se frotter et pour arriver finalement à domestiquer la direction chinoise qui avait entrepris pendant plusieurs mois de cacher systématiquement l'épidémie au monde et à l'OMS.
Donc c'est un succès qui a amené à l'Organisation mondiale de la santé un capital de prestige absolument incroyable. Capital de prestige, malheureusement, qui a été totalement dilapidé par l'affaire du virus Ebola. L'OMS a fait preuve d'un manque de réactivité, d'un manque d'intérêt, de divers défauts de sa direction, si vous voulez, qui ont complètement réduit à néant le prestige qui était le sien depuis 2003. Et la France, comment gère-t-elle aujourd'hui cette épidémie? On n'arrête pas de s'interroger, par exemple, sur les quarantaines. Y en a-t-il assez, pas assez? Est-ce qu'il faudrait étendre les quarantaines aux villes? Vous en pensez quoi en tant qu'historien? Alors, c'est exactement le contraire de ce que je viens de dire à propos de l'OMS, c'est-à-dire qu'on est agréablement surpris par la manière dont la gestion de l'épidémie, tant la gestion technique dirigée par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, que la gestion politique par Olivier Véran, si vous voulez, est faite aujourd'hui. On arrivait, si vous voulez, dans un pays qui n'a pas absolument un record faramineux en matière de communication publique et de communication de crise. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'est vraiment pas bon de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un directeur général de la santé qui a une façon de communiquer absolument idéale, si vous voulez. C'est un homme affable. Il parle précisément, de manière équilibrée. Il n'y a pas de provocation dans son langage. Et quant à Olivier Véran, c'est la même chose, si vous voulez. C'est quelqu'un qui paraît très bien connaître son sujet, si vous voulez, et qui n'est pas là pour se mettre en avant. Donc on n'a pas cette espèce de mauvaise organisation qui avait cours en 2009 lors de la grippe H1N1, où la cellule interministérielle de crise était dirigée par la ministre de l'Intérieur, Madame Alliot-Marie à l'époque, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, étant tenue un petit peu à l'écart, et où même le chef de gouvernement, qui n'était autre que François Fillon, avait intimé l'ordre au directeur général de la Santé de se taire. Donc, c'est tout à fait différent, l'inverse, si vous voulez, en quelque sorte. On n'a pas ce brouillage par la politique aujourd'hui de la gestion technique de l'épidémie, et c'est vraiment remarquable. Olivier Schwartz, il y a aussi beaucoup d'attentes auprès des scientifiques, des chercheurs, vous qui travaillez à l'Institut Pasteur. On a évoqué tout à l'heure la possibilité d'un vaccin, vous avez dit peut-être dans 18 mois, c'est à peu près l'échelle de temps à laquelle il faut songer pour avoir ce type de vaccin. Des médicaments aujourd'hui, alors il y a eu une annonce, un médicament contre le paludisme serait efficace. Qu'en est-il aujourd'hui, quelques jours après cette annonce ? Alors, on parlait tout à l'heure de la mobilisation sans précédent des chercheurs en France, dans le monde, en Europe. Cette mobilisation donc, vise à comprendre la multiplication du virus, à mettre au point des candidats vaccins, donc on en a parlé tout à l'heure, mais il y a également tout un effort qui vise à tester de nouveaux traitements ou mettre au point de nouvelles molécules antivirales. Il y a également des effets d'annonce, je vais revenir dans un instant sur le cas de la chloroquine. Il y a des essais cliniques qui ont lieu à l'heure actuelle, en Chine ou dans d'autres pays, sur des patients. Donc, ce sont presque des essais empiriques, puisqu'on teste des molécules et on regarde si ça peut améliorer l'évolution de la pathologie. C'est difficile ensuite d'établir si l'évolution si la molécule a eu un effet positif du fait de sa présence ou si c'est tout simplement le patient qui a récupéré, parce que, bien sûr, ce ne sont pas des essais en double aveugle qui sont effectués. Il y a des molécules antivirales qui sont en test. Il y a par exemple une molécule qui s'appelle Remdesivir, qui a été initialement mise au point. C'est un analogue de nucléoside à large spectre antiviral qui a été mise au point contre Ebola et Marbourg. Et il s'avère qu'elle a un effet antiviral en culture, donc contre le virus. Et donc, elle est en cours de test. Elle est également associée à des molécules anti-HIV, puisqu'on sait que certains traitements antirétroviraux contre le VIH semblent agir également contre d'autres virus à ARN. Donc, il y a beaucoup d'essais cliniques. Et par exemple, à l'Institut Pasteur, nous mettons au point des tests pour faire des criblages. Ça s'appelle donc tester de nombreuses molécules contre la multiplication du virus ou contre l'entrée du virus, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Et là aussi, je vais vous demander, Olivier Schwartz, quand, si vous êtes aujourd'hui à l'étape de test,
qu'est-ce que ça veut dire en termes donc d'échelle de temps, de calendrier? Alors, avant de vous répondre, je vais répondre sur la chloroquine, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur... donc, c'est une molécule qui agit contre le parasite du paludisme et qui, en culture cellulaire, peut présenter un effet contre les virus. En fait, c'est une molécule qui va agir, qui va empêcher l'internalisation du virus dans la cellule. Mais c'est un effet non spécifique. Et les doses qui sont nécessaires sont probablement 10 fois supérieures à ce qu'on peut administrer chez l'homme pour avoir un effet antipaludéen. Et donc, c'est une dose toxique et à mes yeux, je ne pense pas que cette molécule pourra avoir un effet antiviral chez des patients. Donc, il faut se méfier des effets d'annonce dans ce domaine comme dans d'autres domaines. Et pour le calendrier pour d'éventuels médicaments? Alors, ça peut aller plus vite que pour la mise au point d'un candidat vaccin, puisque là, si la stratégie vise à utiliser des molécules qui sont déjà disponibles, qui ont déjà fait leurs preuves contre une autre indication, on parle de repositionnement, repurposing en anglais, de molécules. Donc là, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais il faut encore une fois que ces molécules prouvent un effet antiviral dans des tests, par exemple en culture cellulaire. Patrick Zilberman, il y a au moins une bonne nouvelle, a priori en tout cas, au sujet de cette épidémie, c'est que celle-ci semble refluer aujourd'hui en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que le régime chinois a bien géré cette crise? Alors, ça signifie surtout que la population chinoise a beaucoup plus d'immunité aujourd'hui qu'elle ne l'avait il y a quelques semaines. Le fait d'être exposé au virus, si vous voulez, fait progresser l'immunité dans l'espèce humaine. Est-ce que c'est une victoire qu'on peut déjà applaudir? Ça me semble un peu tôt pour le dire, parce que lors du SRAS, par exemple, on a connu des épidémies bimodales, c'est-à-dire 2 pics. Le cas le plus typique, c'est celui de Toronto. Premier pic en mars-avril, puis l'épidémie semble disparaître, et puis tout d'un coup, à la surprise désagréable pour tout le monde, il y a un deuxième pic en mai-juin, si vous voulez. Le fait s'est reproduit à Taïwan, par exemple, où il y a eu également 2 pics. Donc on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, si vous voulez. Il se peut, par exemple, que la proclamation un peu rapide de la victoire de Xi Jinping sur le virus conduise la population à se débarrasser rapidement des contraintes, etc. Et par conséquent, l'épidémie pourrait, à ce moment-là, s'il reste des personnes, des groupes susceptibles, si vous voulez, reprendre. Donc, n'allons pas trop vite, regardons exactement comment les choses se passent. On a vu hier, par exemple, les images de Xi Jinping parlant à des médecins par vidéo interposée, le masque sur la bouche. Donc, n'allons pas trop vite. Justement, je vous pose la question à tous les deux, Olivier Schwartz, qui êtes chercheur, et vous, Patrick Zilberman, qui êtes historien. Est-ce que on sait comment les épidémies finissent? Est-ce qu'il faut attendre que tout le monde ait été exposé, donc développer des anticorps par rapport à la maladie? Est-ce qu'il faut un vaccin? Quel est le scénario le plus plausible? Peut-être d'abord vous, Patrick Zilberman. Pour moi, le plus plausible, c'est celui que vous venez de nommer, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi, il y a une image que j'aime beaucoup qui est employée par 2 collègues épidémiologistes américains, c'est l'idée de la valse, si vous voulez. On valse avec les virus. Alors, le virus progresse, l'humanité est exposée à cette progression virale, si vous voulez, et finalement, l'immunité progresse également, et à un moment ou à un autre, il n'y a plus de suffisamment d'individus susceptibles pour nourrir le virus, et le virus disparaît. Alors, est-ce qu'il disparaît définitivement ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais enfin, il disparaît. Pourquoi? Parce que, Olivier Schwartz, on ne peut pas tomber malade 2 fois, par exemple, de ce coronavirus-là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick vient de présenter. En immunologie, on parle de herd immunity en anglais, c'est-à-dire l'immunité de troupeau. Dans une population, quand il y a un certain nombre d'individus qui développent des anticorps, le virus n'a pas assez de place pour se développer.
Et donc ça dépend des virus, des épidémies, mais quand il y a 10%, 20% ou de la population ou 30% qui a déjà rencontré le pathogène, il ne peut plus passer d'un individu à l'autre. Donc on va forcément, chaque épidémie a un pic et descend. Il y a aussi des phénomènes, bon là c'est sur plus grande échelle, génétique. Il y a des individus qui sont plus ou moins sensibles et donc progressivement les individus les moins sensibles vont prendre le dessus d'une certaine façon. Alors, la deuxième question sur le fait, est-ce qu'on peut être infecté 2 fois de suite par le coronavirus? Là encore, il faut se méfier des annonces médiatiques et publiques. Il y a eu quelques cas qui ont été décrits de personnes qui semblaient guéries. Alors, qu'est-ce que ça veut dire guéries? Ça veut dire que les tests de charge virale qui mesurent la quantité de virus sont en dessous du seuil de détection. Donc, il peut y avoir des fluctuations au moment du prélèvement. Et donc, une personne peut avoir une charge virale indétectable, mais le virus est toujours là. Et donc, à mon avis, l'hypothèse la plus probable, c'est que chez cette personne, eh bien, elle était en dessous du seuil de détection et la multiplication virale a repris. Car on sait que c'est un virus pour lequel il est facile de développer des anticorps et de développer des anticorps qui sont protecteurs. À la différence, par exemple, du VIH, où c'est plus délicat. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des cas vraiment vérifiés à l'heure actuelle de double infection de personnes. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait multiplier les expositions au risque, alors bien entendu, qu'il y ait des personnes gravement malades au terme de ces expositions, Olivier Schwartz? Alors, je n'irai pas jusque-là. Il ne faut pas multiplier nécessairement les expositions. On a vu aussi, en termes de population, qu'il y a de nombreuses infections sont asymptomatiques, qu'il y a un facteur très important de susceptibilité à la pathologie, c'est l'âge de la personne. Donc, les personnes jeunes peuvent faire des infections totalement inaperçus, mais propager le virus, mais ensuite ils vont être protégés et ne vont plus pouvoir le propager. Patrick Zilberman, est-ce que ça veut dire là aussi que la quarantaine, tout à l'heure on se posait la question, je vois par exemple le titre de Libération après l'Italie, la France, puisque on se dit que l'Italie a pris des mesures drastiques, je ne sais pas d'ailleurs si c'est votre regard à ce sujet, et on ne comprend pas pourquoi la France ne devrait pas faire de même. Non, je crois que l'Italie a fait quelques erreurs au début de l'épidémie, notamment de se reposer sur la fausse sécurité de la fermeture des frontières, puisque c'est le cas. L'Italie a suspendu les vols venant et allant en Chine très tôt, si vous voulez, et donc s'est retrouvée dans une situation où elle a cru s'être mise à l'abri de la transmission, alors que c'est évidemment pas le cas. Et puis, il y a en Italie les problèmes qui sont ceux du système de soins, qui est bon dans le nord, moins bon dans le sud, avec évidemment aussi un caractère très particulier, c'est l'appel au civisme. Alors l'appel au civisme, c'est très important parce que là, effectivement, les deux sœurs latines sont très proches, c'est-à-dire que le civisme en Italie et en France, c'est pas la qualité première des populations. Qu'est-ce que c'est le manque de civisme dans une épidémie? Alors le manque de civisme dans une épidémie, c'est par exemple je prendrai un seul exemple, celui d'un match entre Saint-Étienne et je ne sais plus quelle équipe, il y a 2 ou 3 jours où la foule des supporters est descendue sur la pelouse et les gens, parce que Saint-Étienne a gagné, ont passé un bon moment à s'embrasser les uns les autres. Juste au moment, précisément, où Jérôme Salomon expliquait que les mesures barrières, se laver les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se toucher, etc., étaient intéressantes. Voilà, c'est ça le civisme en France. Et quand on écoute bien le discours de Conte, la veille quand il a annoncé la mise en quarantaine de l'Italie, c'est un appel au civisme, justement. C'est un appel à la responsabilité. Alors, est-ce que cet appel au civisme, est-ce que cet appel à la responsabilité sera écouté? Ça reste à voir. L'état du système de soins en Italie est très, très préoccupant. Je pense que Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on a ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'on a un afflux de patients, si vous voulez, que l'hôpital n'est pas capable
de prendre en charge. Et vous pensez qu'en France, il n'en serait pas de même? Mais bien sûr que si. Il est évident, si vous voulez, que le système de soins en France est peut-être mieux préparé. Les plans blancs, c'est une affaire qui date de 20 ans, ça a été constamment revu. Le plan pandémie également, si vous voulez. Mais à un certain moment, il y a un problème matériel, physique. On manque de lits, on manque de place. Et puis surtout, on risque de manquer de personnel parce qu'il faut dire quand même que pour les soignants, médecins, infirmières, aides-soignantes, tout ce que vous voudrez, c'est extrêmement éprouvant la période actuelle, extrêmement fatigant si vous voulez. Vous ne pouvez pas compter comme ça, faire travailler ces gens jusqu'à la mort, quoi. Comme j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes à l'hôpital avant le début de cette épidémie. Olivier Schwartz, est-ce que vous avez la sensation que la recherche française, mais aussi internationale, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une collaboration, est prête à chercher sur cette épidémie? Est-ce que là aussi, il y a un dimensionnement exact ou satisfaisant entre l'enjeu que représente cette maladie et vos capacités en tant que chercheur? J'ai envie de dire oui. Et j'en suis persuadé, il y a une accélération de la recherche, de la publication des résultats. Open Science, par exemple, il y a des sites où les chercheurs peuvent mettre quasiment en temps réel leurs résultats. Et donc, ça permet à toute la communauté de profiter des résultats des autres. Il y a bien sûr ensuite une compétition pour publier de façon officielle, parce que sur ces sites, il n'y a pas de phénomène de review, de recension des résultats. Et donc, il peut y avoir des choses complètement fausses qui peuvent être publiées. Et donc, ça, c'est le rôle de chaque chercheur ou scientifique d'avoir son propre regard critique. Mais donc là, il y a une accélération des données disponibles, de la mise en place des stratégies de mise au point de vaccins, on en a parlé tout à l'heure, de traitement. Donc, je pense que la démarche politique dont Patrick parlait tout à l'heure s'accompagne en France et dans d'autres pays d'une mobilisation, à mes yeux, sans précédent des chercheurs et une motivation pour aider à la recherche. On voit ça, par exemple, à l'Institut Pasteur, dans différentes équipes. Tout le monde s'est mobilisé pour aborder les questions scientifiques avec son propre regard. Et ça, c'est intéressant puisque chacun a sa spécialité et va poser des questions originales. Ça va au-delà des spécialistes du coronavirus avant l'épidémie, qui finalement ne sont pas si nombreux. Et maintenant, tout le monde arrive et je suis persuadé qu'on va avoir des beaux résultats. Patrick Zilberman, il y a aussi la question de l'angoisse. Est-ce qu'on est suffisamment angoissé, pas assez angoissé? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Votre point de vue là-dessus, est-ce que c'est une grippe? Est-ce qu'on n'en fait pas trop sur le coronavirus? Avant de vous répondre, juste une petite réaction. C'est très vrai, cette mise en commun de la recherche est tout à fait remarquable et très importante. Mais il faut aussi signaler quelque chose qui s'est passé au moment du SRAS. L'OMS avait réussi à faire travailler ensemble des équipes concurrentes et à les faire travailler pour le bien public. Seulement quelques mois après ce travail, les équipes se sont remises dans la compétition et certaines, américaines, britanniques, entre autres, ont cherché à breveter leurs résultats, si vous voulez. Donc ça, c'est un réflexe de la communauté des chercheurs qu'il faudrait essayer de domestiquer parce que, évidemment, la course au brevet, c'est au détriment de la recherche. Alors, sur l'angoisse, moi, je crois que la peur n'est pas toujours mauvaise conseillère. C'est-à-dire que si vous avez peur et que vous restez au fond de votre appartement pendant une dizaine de jours, ça peut aider. Ça peut aider. Alors évidemment, il ne faut pas que la peur dépasse un certain niveau, parce que à ce moment-là, ça devient panique. Mais l'histoire des épidémies montre que les paniques sont très rares, si vous voulez. Et que les paniques, en général, commencent toujours par celle des autorités. C'est parce que les autorités paniquent que les populations se mettent aussi à paniquer. Bon, mais si vous restez au fond de votre appartement avec votre stock de pâtes, Patrick Zilberman, vous ne serez pas exposé au virus. C'est le but de l'opération. J'imagine bien, mais ça veut dire aussi que vous ne produirez pas d'anticorps. Non, vous ne produirez pas d'anticorps, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a l'immunité de troupeau, l'immunité de groupe, si vous voulez, qui vous protège au-delà d'un certain niveau. Mais alors, justement, lorsque vous prenez l'histoire des épidémies, votre spécialité, Patrick Zilberman, lorsque l'on voit
la manière dont se sont déroulées les différentes épidémies, le SRAS, la grippe H1N1. Sur quelle échelle de temps est-on? Donc vous avez dit tout à l'heure que en Chine, il fallait pas être trop optimiste et que peut-être l'affaire n'était pas terminée. Oui. À l'échelle du monde, Oui. est-ce qu'il est possible de se lancer dans des prévisions, des pronostics? Alors, on en sait trop peu, en fait, pour répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose et qui se pose de manière dramatique. On en sait trop peu parce que, par exemple, la caractéristique de la grippe pandémique, c'est complètement différent du coronavirus, les comparaisons sont boiteuses, hein, mais la caractéristique de la grippe pandémique, c'est de démarrer, non pas à la saison hivernale, mais au printemps ou à l'été. C'était le cas de la grippe en 2009, non seulement qui a démarré au Mexique au printemps, et non pas en hiver, et puis qui a circulé dans l'hémisphère sud, également durant l'été de l'hémisphère sud, et non pas durant l'hiver. Donc c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît la grippe pandémique, c'est qu'elle circule hors des saisons, normalement, où elle devrait circuler, c'est-à-dire l'hiver. Donc c'est une question qui réclame, si vous voulez, plus de données, plus de recherches. Et là, on n'en est vraiment qu'au début quand même. Même question, Olivier Schwartz. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir cohabiter avec notre nouvel ami, le Covid-19, pendant quelques mois? Est-ce que c'est une affaire de semaines? Votre point de vue? C'est difficile à dire. Il y a quand même un paramètre, la saisonnalité, qui est un paramètre important. On n'a pas encore la réponse, mais on sait que d'autres virus, on a parlé de la grippe saisonnière, Patrick vient de le mentionner, mais il y a également d'autres coronavirus qui causent des rhumes de façon saisonnière, qui sont beaucoup plus inoffensifs. Donc cette famille de virus est potentiellement sensible à différents phénomènes environnementaux, la température extérieure, le taux d'humidité. Et donc, température extérieure, c'est-à-dire qu'on a vraiment de bonnes raisons de penser que lorsqu'elle augmentera, le virus décroîtra? C'est trop tôt pour le dire, mais c'est probable. Encore une fois, c'est trop tôt pour le dire. On sait que quand la température est fraîche et quand le taux d'humidité est bas, le virus a tendance à vivre plus longtemps sur des surfaces inertes, à être transmissible plus facilement. Il y a un autre paramètre, c'est les comportements humains. Quand il fait froid en hiver, sont différents d'en été. On peut être avec des contacts plus proches. L'organisme est également différent. Le système immunitaire est différent en hiver et en été. Donc tous ces paramètres font qu'il y a une probabilité non nulle que ce virus soit sensible aux saisons. Et pour ce qui concerne la France à l'échelle locale, Patrick Zilberman, est-ce qu'on a affaire à un moment qui est vraiment un point de bascule aujourd'hui dans l'épidémie? On a donc le stade 2, le stade 3, on nous a dit qu'on avait un stade 2+, bref, s'agit-il de stades qui sont purement verbaux ou bien a-t-on affaire à un moment qui est un moment crucial aujourd'hui dans l'épidémie et sa maîtrise? Non, ce ne sont pas des stades verbaux, comme vous dites, ce sont des points de repère pour la gestion technique de l'épidémie. On a beaucoup travaillé depuis 2011 sur ces plans pandémie. Le plan pandémie de 2011 a été revu et corrigé en 2014. C'est aussi ce qui explique, si vous voulez, que les autorités ont vraiment l'air cette fois-ci d'avoir une doctrine et ont l'air de savoir où elles vont, mais ce sont des points de repère pour la gestion, ce ne sont pas des notions, qui décrivent une réalité naturelle. Olivier Schwartz, on voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'efforts de fait avec les chercheurs. Est-ce qu'il y a là aussi un jalon, des étapes dans les prochaines semaines, les prochains mois qui pourraient permettre d'y voir plus clair? Alors, en ce qui concerne la recherche fondamentale, elle a aussi son rythme, elle est accélérée, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a des expériences, il faut les reproduire, les valider. Donc, ça peut prendre des semaines, des mois, des années avant d'établir de nouveaux faits scientifiques. Et pour les aspects plus appliqués, diagnostiques, thérapeutiques, préventifs, là aussi, ça se compte en semaines peut-être ou mois pour les traitements, en mois ou années pour les vaccins. Et les tests diagnostiques devraient augmenter en capacité beaucoup plus rapidement.
Olivier Schwartz, merci d'avoir été avec nous. Je dois dire que vous êtes aussi l'invité des idées claires où vous répondez à la question: le coronavirus a-t-il été créé en laboratoire? C'est donc l'émission du camarade Nicolas Martin que vous pouvez retrouver en podcast et sur le site de France Culture. France Culture qui est mobilisée pour vous apporter la meilleure des informations possibles au sujet du virus. Nous allons d'ailleurs lancer un podcast demain au sujet du coronavirus, le temps de comprendre, et puis vous trouverez sur le site toutes sortes d'informations à ce sujet. Merci aussi Patrick Zilberman. Vous restez avec nous. Je vous présente mes 3